Le président de l'une des plus grandes entreprises du pays quitte une réunion tendue, accablé par des décisions cruelles et impersonnelles. Mais son monde bascule lorsqu'il rencontre une petite fille offrant son seul ami en échange de nourriture. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Le vent glacial de janvier balayait les rues de Paris, mordant la peau comme une lame acérée. Marcel Beaumont, récemment nommé président-directeur général de Lumière Technologies, l'une des plus grandes entreprises françaises, sortait d'une réunion du conseil d'administration particulièrement tendue. Son visage, habituellement impassible, trahissait une préoccupation profonde. Une fois de plus, il avait été contraint d'annoncer de nouvelles compressions budgétaires, des licenciements, des réductions de coûts, des chiffres et des statistiques, sans nom ni histoire. L'aspect humain des décisions ne faisait plus partie de l'équation. Marcel resserra son écharpe en cachemire autour de son cou et plongea ses mains gantées dans les poches de son manteau sur mesure. À 45 ans, il avait atteint le sommet de sa carrière. Son bureau au dernier étage de la Tour Lumière offrait une vue imprenable sur la Tour Eiffel et son appartement dans le 16e arrondissement témoignait de sa réussite sociale. Pourtant, en ce matin glacial, un malaise indéfinissable l'habitait. « Monsieur Beaumont, votre voiture vous attend », annonça son assistant personnel via son téléphone. « J'ai besoin de marcher un peu, Pierre. Dites à Henri de me retrouver. À l'entrée du jardin des Tuileries dans une demi-heure. » Marcel avait besoin d'air, de solitude, d'espace pour réfléchir. Les décisions qu'il venait de prendre affecteraient des centaines de familles, mais il s'était convaincu que c'était le prix à payer pour maintenir la compétitivité de l'entreprise dans un marché mondial impitoyable. Alors qu'il traversait la place de la Concorde, ses pensées furent interrompues par une scène inhabituelle. Au bord du trottoir, près de l'entrée du jardin, une petite fille d'environ 8 ans, vêtue d'un manteau rose élimé et beaucoup trop grand pour elle, tenait dans ses bras un petit chiot enveloppé dans une écharpe. À côté d'elle, une pancarte improvisée expliquait son intention. Elle vendait le chien. La raison était simple. Elle avait besoin d'argent pour acheter de la nourriture et des médicaments. Marcel s'arrêta net. La petite fille ne pleurait pas, ne suppliait pas. Elle se tenait simplement là, avec de grands yeux tristes, offrant son unique compagnon. Cette image figea l'exécutif sur place. Malgré son habitude de jongler avec des chiffres et des résultats, ce geste de sacrifice le toucha profondément. Sans trop savoir pourquoi, il s'approcha d'elle. « Bonjour », dit-il doucement. « Bonjour, monsieur », répondit la petite fille d'une voix claire mais timide. « Vous voulez acheter mon chien? Il s'appelle Lou, mais il est très gentil. » Marcel regarda le chiot, un bâtard à l'allure de berger, qui le fixait avec des yeux confiants. « Pourquoi vends-tu ton chien ?» demanda-t-il, bien qu'il ait déjà lu la raison sur la pancarte. La petite fille serra le chiot un peu plus fort contre elle. « Maman est malade. Elle a perdu son travail et nous n'avons plus beaucoup d'argent. J'ai essayé de vendre mes jouets, mais personne n'en voulait. Lou est mon meilleur ami, mais maman a besoin de médicaments. » Cette réponse, prononcée avec une maturité déchirante, frappa Marcel en plein cœur. Il sortit son portefeuille. « Je vais t'aider. Tu n'as pas besoin de vendre ton chien, » dit-il en tendant plusieurs billets. Mais la petite fille secoua la tête avec une détermination surprenante. « Non, monsieur, si vous voulez m'aider, vous devez prendre Lou, c'est le marché. Il a besoin d'une maison où on prendra bien soin de lui. Je ne peux pas prendre votre argent sans vous donner Lou. Ce ne serait pas honnête. » Marcel fut décontenancé par cette intégrité inattendue. Il observa le manteau de la fillette et remarqua un logo à moitié effacé sur la poche. Un logo qu'il connaissait bien, celui d'un ancien programme social de Lumière Technologies, Lumière pour tous, qu'il avait lui-même supprimé 6 mois plus tôt pour réduire les dépenses. Ce programme avait été créé pour soutenir les employés en situation de vulnérabilité et leurs familles. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la gorge soudain serrée. « Sophie Moreau. Et ta maman ? Elle s'appelle Élise. Elle travaillait dans une grande entreprise avant. Mais ils l'ont renvoyée. Elle dit que c'était une erreur, qu'elle n'avait rien fait de mal, mais personne ne l'a écoutée. » Marcel sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. « Moreau. Élise Moreau, » murmura-t-il. Il se souvint vaguement d'un nom parmi les centaines sur les listes de licenciements qu'il avait approuvées. Un cas parmi tant d'autres,
Une statistique sur un tableau Excel, une économie budgétaire, jamais un visage, jamais une histoire, jamais une petite fille avec un chiot. « Écoute, Sophie, dit-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur, je vais prendre Lou avec moi. Je te promets d'en prendre très bien soin. Mais j'aimerais aussi parler à ta maman. Est-ce qu'elle est à la maison maintenant ?» Sophie hésita. « Oui, mais elle est très fatiguée. Nous habitons pas très loin, mais c'est petit chez nous. »« Ça ne me dérange pas, » assura Marcel. « Je voudrais vraiment la rencontrer. » Sophie regarda l'homme élégant avec méfiance, puis son regard se posa sur Lou. Elle embrassa le chiot sur la tête et le tendit à Marcel avec une solennité déchirante. « Prenez bien soin de lui. Il aime qu'on lui gratte derrière les oreilles, et il a peur des orages. » Marcel prit délicatement le chiot, surpris par la chaleur et la légèreté de la petite créature contre sa poitrine. Sophie lui tendit ensuite un morceau de carton qu'elle avait préparé comme reçu pour la transaction. Marcel le signa, puis suivit la petite fille qui le guidait à travers les rues étroites du quartier. Ils s'éloignèrent des quartiers chics pour s'enfoncer dans les rues moins prestigieuses du 18e arrondissement. Marcel observait Sophie qui marchait devant lui, sa petite silhouette déterminée fendant la foule. Elle se retournait régulièrement pour s'assurer qu'il la suivait toujours, jetant des regards inquiets au chiot. Marcel réalisa qu'il avait complètement oublié son rendez-vous. Il sortit son téléphone et envoya un message rapide à Pierre pour annuler sa journée, prétextant une urgence personnelle. C'était la première fois en 15 ans de carrière qu'il faisait passer quelque chose avant son travail. Ils arrivèrent finalement devant un immeuble modeste. L'ascenseur était en panne, alors ils montèrent les 6 étages à pied. Sophie ouvrit la porte d'un petit appartement avec une clé qu'elle portait autour du cou. « Maman, je suis rentrée », annonça-t-elle. L'appartement était minuscule, mais impeccablement propre. Malgré la modestie des lieux, on sentait que quelqu'un s'efforçait d'y créer un foyer chaleureux. Des dessins d'enfants ornèrent les murs et quelques plantes tentaient de survivre sur le rebord de la fenêtre. Une femme d'une 30aine d'années apparut dans l'encadrement d'une porte. Elle était pâle et visiblement fatiguée, mais conservait une dignité et une beauté naturelles que la précarité n'avait pas réussi à effacer. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'homme en costume qui se tenait dans son salon, tenant le chiot de sa fille. « Sophie, qu'est-ce que... » commença-t-elle avant de s'interrompre brusquement. Son regard se posa sur Marcel, et la reconnaissance traversa son visage comme un éclair. Élise Moreau connaissait parfaitement Marcel Beaumont. Elle l'avait vu sur les photos dans le hall d'entrée de Lumière Technologies, lors des vidéoconférences d'entreprise, et sur le document officiel qui avait mis fin à sa carrière. « Monsieur Beaumont » dit-elle simplement, sa voix trahissant une légère trémulation. Marcel se sentit soudain étrangement vulnérable, sous ce regard qui semblait lire en lui comme dans un livre ouvert. Il se rendit compte qu'il tenait toujours le chiot contre lui comme un bouclier improbable. « Madame Moreau, » répondit-il, « nous devons parler. » Un silence lourd s'installa dans le petit appartement. Sophie regardait alternativement sa mère et l'étranger élégant qui tenait son chiot, ne comprenant pas la tension soudaine qui électrisait l'air. « Sophie, ma chérie, » dit Élise d'une voix douce mais ferme. « Va chez Madame Dubois un moment, d'accord? Dis-lui que je passerai la voir plus tard. » La petite fille hésita, jeta un dernier regard à Lou, puis acquiesça. « Tu promets de ne pas laisser Lou partir sans que je lui dise au revoir ?» demanda-t-elle à sa mère. « Je te le promets, » répondit Élise en lui caressant les cheveux. Une fois la porte refermée derrière Sophie, Élise se tourna vers Marcel, le regard à la fois défiant et résigné. « Que faites-vous ici, monsieur Beaumont? Venir admirer les dégâts ?» Marcel déposa délicatement le chiot sur le canapé usé. Lou s'y recroquevilla immédiatement, observant les 2 adultes de ses yeux attentifs. « Je ne savais pas qui était votre fille quand je l'ai rencontrée. » commença-t-il maladroitement. « Elle vendait son chien près des Tuileries. C'est seulement quand j'ai vu le logo de Lumière pour tous sur son manteau et qu'elle m'a dit votre nom que j'ai fait le rapprochement. » Élise croisa les bras. « Et vous avez décidé de suivre une enfant jusqu'à chez elle? Pourquoi? Par curiosité? Par culpabilité? » Marcel était désarçonné par la franchise de cette femme. Dans son monde, personne n'osait lui parler ainsi. Il était habitué aux courbettes, aux flatteries, aux acquiescements silencieux. « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, » répondit-il finalement. «
Votre fille a mentionné que vous aviez été licencié injustement. » Un rire sans joie échappa à Élise. « Injustement? C'est un euphémisme, monsieur Beaumont. J'ai consacré 8 ans de ma vie à Lumière Technologies, 8 ans de dévouement, d'heures supplémentaires non payées, de sacrifices, et tout cela pour être congédié sans préavis, accusé d'avoir enfreint un protocole que je connaissais mieux que quiconque. » Marcel se sentit profondément mal à l'aise. « Pouvez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé ?» Élise le fixa un long moment, puis soupira. Elle s'installa sur une chaise, visiblement fatiguée. « J'étais responsable de l'expérience client pour la division des technologies médicales. Notre équipe était considérée comme exemplaire, avec les meilleurs taux de satisfaction. Puis, il y a eu cette nouvelle directive, optimiser les temps d'appel, réduire la durée des interactions avec les clients. J'ai refusé de l'appliquer pour les clients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de handicap. Selon moi, ces personnes méritaient plus de temps, plus d'attention. » Marcel hocha la tête. Il se souvenait vaguement de cette directive, suggérée par une firme de consultants pour améliorer la rentabilité. « Mon supérieur direct, M. Roux, m'a donné un avertissement, » poursuivit Élise. « Mais je n'ai pas cédé. Un jour, j'ai passé près d'1 heure au téléphone avec une dame âgée qui ne comprenait pas comment utiliser l'appareil médical dont elle avait besoin pour surveiller son cœur. C'était littéralement une question de vie ou de santé pour elle. » Marcel nota l'hésitation, la façon dont elle avait évité d'utiliser un mot plus définitif. Le lendemain, j'ai été convoqué. On m'a accusé d'avoir contourné délibérément les protocoles, d'avoir coûté de l'argent à l'entreprise. Il y a eu un rapport, des signatures, puis une lettre de licenciement. Personne n'a écouté ma version. Personne n'a mentionné les années de service impeccables, les lettres de remerciement, les évaluations positives. Marcel sentit son estomac se nouer. La procédure semblait avoir été suivie à la lettre, mais l'esprit même de la justice avait été bafoué. « Et ensuite ?» demanda-t-il. « Ensuite ?» Élise eut un geste vague. « La vie continue, n'est-ce pas? J'ai cherché un autre emploi, mais à 40 ans dans ce secteur, avec une faute professionnelle dans mon dossier, les portes se sont fermées. J'ai accepté des petits boulots, des remplacements. Puis je suis tombé malade, rien de grave, mais sans mutuelle, les frais médicaux s'accumulent, les économies s'épuisent, et voilà où nous en sommes. Ma fille vend son chien pour acheter mes médicaments. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots, et elle détourna le regard, refusant de montrer sa vulnérabilité. Marcel se sentit écrasé par le poids de cette réalité. Dans son bureau au sommet de la tour Lumière, les décisions semblaient abstraites, théoriques. Ici, dans ce petit appartement, leurs conséquences étaient terriblement concrètes. « Madame Moreau, je suis sincèrement désolé, » murmura-t-il. Élise le regarda avec une intensité qui le transperça. « La pitié ne paie pas les factures, monsieur Beaumont. Si vous voulez vraiment aider, donnez-nous l'argent pour le chien et partez. Sophie sera déjà assez bouleversée de perdre Lou. Je préférerais lui épargner d'autres déceptions. » Marcel se leva et fit quelques pas dans le petit salon, étrangement agité. Il s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur une cour intérieure austère. Sur le rebord, un petit cactus semblait défier les éléments, survivant en verre, et contre tout. « Je ne vais pas prendre le chien, dit-il finalement en se retournant, et je ne suis pas venu ici par pitié. » Il sortit son téléphone et, après quelques manipulations, lui montra l'écran. « J'ai accédé aux archives de l'entreprise. Votre dossier est là, avec le rapport de votre supérieur, les enregistrements, d'appel, les évaluations. J'aimerais votre permission pour l'examiner en détail. » Élise le regarda avec étonnement. « Pourquoi? Qu'est-ce que cela changerait maintenant? » « Peut-être rien, peut-être tout, » répondit Marcel. « Mais je dois savoir. » Après un moment d'hésitation, Élise acquiesça. « Faites ce que vous voulez. Mon dossier n'a plus rien de privé depuis longtemps, apparemment. » Marcel s'installa sur le canapé, à côté de Lou qui s'était endormie, et commença à parcourir les documents. Pendant plus d'1 heure, il examina minutieusement chaque élément du dossier d'Élise, parfois fronçant les sourcils, parfois hochant la tête. Élise l'observait en silence, préparant du thé qu'elle lui offrit sans un mot. « C'est pire que ce que je pensais, » dit-il finalement en posant son téléphone. « Votre dossier a été manifestement manipulé.
Les enregistrements d'appels que M. Roux a soumis comme preuve ont été sélectionnés pour vous incriminer, tandis que des dizaines d'évaluations positives ont été délibérément omises. Élise eut un sourire amer. « Vous semblez surpris. »« Je le suis, » admit Marcel. Par la manipulation elle-même, le monde corporatif peut être impitoyable, mais par son caractère systématique, ce n'était pas une erreur, c'était une exécution méthodique. Il se leva et fit les 100 pas dans la pièce. « Il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi Roux voulait-il tant se débarrasser de vous? Vous étiez l'une des meilleures employées du département. » Élise hésita, puis se leva à son tour. Elle disparut dans une petite pièce adjacente et revint avec un cahier usé. « J'ai gardé ceci. C'est mon journal de bord professionnel. J'y notais tous mes appels, mes idées d'amélioration, mes observations sur le fonctionnement du service. » Elle l'ouvrit et le tendit à Marcel. « Quelques semaines avant mon licenciement, j'ai découvert que M. Roux détournait une partie du budget alloué au support client vers un projet personnel, une application qu'il développait avec des ressources de l'entreprise. J'ai essayé d'en parler à la direction des ressources humaines, mais j'ai été éconduite. 3 jours plus tard, la procédure de licenciement était lancée. » Marcel parcourut les pages du journal, s'arrêtant sur des notes détaillées, des chiffres, des dates. Tout était là, méticuleusement documenté. « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé ces preuves pour vous défendre ?» demanda-t-il. « J'ai essayé, » répondit Élise avec résignation. « Mais sans soutien interne, sans avocat spécialisé que je ne pouvais pas me permettre de payer, mes accusations ressemblaient à celles d'une employée amère cherchant à se venger. Et puis, elle s'interrompit, comme hésitante à poursuivre. Et puis, l'encouragea Marcel. Et puis il y avait Sophie, dit-elle doucement. Elle n'avait que 7 ans à l'époque. Je ne pouvais pas me permettre une bataille juridique longue et incertaine. J'avais besoin de trouver un autre travail rapidement, de rester forte pour elle. Marcel observa cette femme qui, malgré l'injustice subie, avait choisi la dignité silencieuse plutôt que la vengeance. Il repensa à sa propre carrière, aux compromis qu'il avait faits, aux vérités qu'il avait ignorées pour le bien de l'entreprise. « Madame Moreau, dit-il en refermant le journal, je crois que Lumière Technologies vous doit des excuses, et bien plus que des excuses. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. « Je vais arranger les choses. Je ne sais pas encore comment, mais je vous donne ma parole que justice sera faite. » Élise le regarda avec un mélange de méfiance et d'espoir fragile. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez même pas. » Marcel réfléchit un instant, cherchant la réponse au fond de lui-même. « Peut-être parce que votre fille m'a rappelé ce que signifie avoir des principes. Peut-être parce que j'ai besoin de me rappeler que derrière chaque décision que je prends, il y a des vies réelles, ou peut-être simplement parce que c'est la chose juste à faire. » Il lui tendit sa carte professionnelle. « Je reviendrai. Demain, avec des réponses et peut-être une proposition. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, la porte s'ouvrit sur Sophie qui revenait, les joues rougies par le froid. « Vous partez ?» demanda-t-elle en voyant Marcel près de la porte. Puis apercevant Lou toujours sur le canapé, son visage s'illumina. « Vous n'avez pas pris Lou ?» Marcel s'agenouilla devant elle. « Non, Sophie, Lou reste avec toi. Il appartient à cette maison. » La petite fille le regarda avec confusion. « Mais alors, comment on va acheter les médicaments de maman ?» Marcel sortit une enveloppe de sa poche intérieure et la tendit à Élise. « Considérez ceci comme une avance sur ce que Lumière Technologies vous doit. Nous réglerons les détails plus tard. » Élise hésita avant de prendre l'enveloppe, son regard croisant celui de Marcel. Un accord tacite passa entre eux. Ce n'était pas de la charité, c'était le début d'une réparation. « Merci, » dit-elle simplement. Marcel hocha la tête, puis se tourna une dernière fois vers Sophie. « Prends bien soin de Lou et de ta maman. » Alors qu'il descendait les escaliers de l'immeuble, Marcel se sentait étrangement léger, malgré le poids des révélations de la journée. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir fait quelque chose qui comptait vraiment. Dans la rue, il appela son chauffeur, puis son assistant. « Pierre, annulez tous mes rendez-vous de demain matin. Et contactez les ressources humaines. Je veux un rapport complet sur Philippe Roux, directeur du service client de la division médicale. Tous les projets qu'il a supervisés, tous les budgets qu'il a gérés. Et trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur le programme Lumière pour tous. Pourquoi a-t-il été supprimé?
Qui a pris cette décision? Il raccrocha, sachant pertinemment que c'était lui qui avait signé l'arrêt de mort de ce programme social. À l'époque, cela lui avait semblé une décision logique, une économie nécessaire. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Marcel leva les yeux vers les fenêtres de l'appartement d'Élise et Sophie. Une lumière douce y brillait, créant un îlot de chaleur dans la nuit tombante. Il se demanda combien d'autres vies avaient été affectées par ces décisions, prises dans la tour d'ivoire de son bureau luxueux. Son téléphone vibra, un message de son ex-femme lui rappelant qu'il avait encore manqué le week-end de garde de leur fils, une autre relation qu'il avait sacrifiée sur l'autel de sa carrière. Alors que la voiture de fonction s'arrêtait devant lui, Marcel prit une décision. Il était temps de changer les choses. Et cela commencerait par rendre justice à Élise Moreau. Le lendemain matin, Marcel arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. La tour-lumière s'éveillait à peine, les premiers employés commençant à peupler ses étages. Il s'installa devant son ordinateur et commença à fouiller dans les archives numériques de l'entreprise, cherchant systématiquement toute information concernant Philippe Roux et ses projets. Pierre, son assistant, frappa discrètement à la porte. « Monsieur Beaumont, j'ai les dossiers que vous avez demandés », annonça-t-il en déposant une pile de documents sur le bureau. Le département des ressources humaines s'est montré réticent. J'ai dû mentionner votre autorité directe. Marcel hocha la tête. Merci, Pierre. Personne ne doit me déranger ce matin, à moins que ce ne soit absolument crucial. L'assistant hésita un instant. Monsieur, le conseil d'administration attend toujours votre plan de restructuration pour la fin de semaine. Dois-je les informer d'un éventuel retard? Non, répondit Marcel avec fermeté. Ils l'auront en temps voulu, mais ce plan pourrait connaître quelques modifications inattendues. Une fois seul, Marcel s'immergea dans sa recherche. Les heures passèrent tandis qu'il accumulait les preuves. Le tableau qui se dessinait était encore plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Philippe Roux avait systématiquement détourné des fonds depuis plus de 2 ans, masquant ses actions derrière des rapports falsifiés et des projets fantômes. Plus troublant encore, plusieurs employés qui avaient osé soulever des questions avaient été écartés sous divers prétextes. Élise n'était que la dernière d'une longue liste. Mais le plus dérangeant fut de découvrir que certains membres de la direction étaient au courant. Des emails cryptiques, des notes de réunion soigneusement édulcorées, des accords tacites pour gérer les éléments perturbateurs. La corruption n'était pas isolée. Elle s'était infiltrée dans les plus hautes sphères de l'entreprise, qu'il croyait diriger avec intégrité. Marcel se frotta les yeux, épuisé par ces révélations. Sur son bureau, une photo le montrait plus jeune, recevant un prix d'innovation sociale pour le programme Lumière pour tous, qu'il avait lui-même initié à ses débuts. Quelle ironie! Le jeune idéaliste qu'il avait été avait créé un programme que le dirigeant pragmatique qu'il était devenu avait supprimé. Son téléphone sonna. C'était la réception. Monsieur Beaumont, un certain François Mercier de l'Observateur, insiste pour vous parler. Il dit que c'est au sujet de Philippe Roux et de certaines irrégularités financières. Marcel se figea. Un journaliste. Quelqu'un d'autre enquêtait donc sur cette affaire. « Passez-le-moi », ordonna-t-il. La conversation qui suivit confirma ses craintes. François Mercier, journaliste d'investigation renommé, travaillait depuis plusieurs mois sur un article exposant la corruption au sein de Lumière Technologies. Il avait recueilli des témoignages d'anciens employés, dont celui d'Élise Moreau. « Nous publions l'article la semaine prochaine, monsieur Beaumont », annonça Mercier d'un ton professionnel. « Je vous contacte par courtoisie professionnelle pour obtenir votre version des faits. Étiez-vous au courant de ces malversations ?» Marcel choisit ses mots avec soin. « Monsieur Mercier, je découvre ces allégations en même temps que vous. » Me les présenter. Je vous propose une rencontre, aujourd'hui même si possible. Cette situation mérite une attention immédiate. Après avoir raccroché, Marcel resta immobile un long moment. L'article de Mercier allait créer un scandale, sans précédent. Les actions de l'entreprise chuteraient, des emplois seraient menacés, la confiance des clients serait ébranlée. Tout ce qu'il avait bâti risquait de s'effondrer. Une partie de lui, la partie façonnée par des années de navigation dans les eaux troubles du monde des affaires, envisagea brièvement d'étouffer l'affaire. Un arrangement financier, avec Mercier peut-être, une campagne de relations publiques préventive, sacrifier Roux pour sauver l'entreprise, mais l'image de Sophie, vendant son chiot pour acheter des médicaments à sa mère, restait gravée dans son esprit.
Cet enfant lui avait montré plus d'intégrité en quelques minutes que certains de ses collègues en des années. Marcel prit sa décision. Il convoqua une réunion d'urgence du comité exécutif pour l'après-midi même. À 14 heures précises, les 12 membres du comité étaient réunis dans la salle de conférence panoramique au dernier étage de la tour. Marcel entra portant une boîte en carton qu'il déposa sur la table. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il sans préambule, « notre entreprise fait face à une crise majeure. » Il leur présenta ensuite les faits, méthodiquement, implacablement. Les malversations de Roux, la complicité passive de certains dirigeants, les licenciements abusifs, l'article imminent dans l'Observateur. Les visages autour de la table passèrent de la surprise à l'inquiétude, puis à la panique. « Nous devons agir immédiatement », conclut Marcel. « Je propose un plan en 3 étapes. D'abord, suspendre Philippe Roux et tous ceux impliqués dans ces malversations, en attendant une enquête interne approfondie. Ensuite, contacter tous les employés injustement licenciés pour leur proposer une réintégration et une compensation. Enfin, collaborer pleinement avec la presse plutôt que de tenter d'étouffer l'affaire. » Un silence de plomb suivit sa déclaration. Puis Antoine Delacroix, directeur financier et membre du conseil d'administration, se leva lentement. « Marcel, je comprends votre indignation, mais soyons réalistes. Un scandale de cette ampleur pourrait détruire Lumière Technologies. Des milliers d'emplois sont en jeu. Nous devons protéger l'entreprise. » Marcel soutint son regard. « Et comment proposez-vous de la protéger, Antoine ?» « La méthode habituelle. Un bouc émissaire. Roux, évidemment. Une restructuration stratégique pour masquer les licenciements nécessaires. Un communiqué de presse bien formulé évoquant des dysfonctionnements isolés que nous avons découverts et corrigés. Et des arrangements financiers généreux pour acheter le silence des personnes concernées. » Plusieurs têtes acquiescèrent autour de la table. C'était effectivement la méthode habituelle, celle qui avait toujours fonctionné. Marcel ouvrit la boîte qu'il avait apportée et en sortit le petit manteau rose de Sophie, avec le logo à moitié effacé de Lumière pour tous. « Voici à quoi ressemble la conséquence humaine de nos méthodes habituelles, mes chers collègues, » dit-il, doucement. « Ce manteau appartient à Sophie Moreau, 8 ans, fille d'Élise Moreau injustement licenciée il y a 6 mois. Hier, cet enfant vendait son chien dans la rue pour acheter des médicaments à sa mère. » Il laissa ses paroles imprégner la salle. Certains baissèrent les yeux mal à l'aise. « Nous avons créé Lumière Technologies pour apporter l'innovation au service de l'humain. C'est notre slogan, n'est-ce pas? Quand avons-nous perdu notre âme au point de sacrifier les Sophie et les Élise de ce monde sur l'autel du profit à court terme ?» Antoine secoua la tête. « C'est très émouvant, Marcel. Mais ce n'est pas ainsi qu'on dirige une entreprise cotée en bourse. Le conseil d'administration ne vous suivra jamais. »« Peut-être pas, » admit Marcel, « mais je ne leur demande pas leur permission. Je vous informe de ma décision en tant que PDG. Si le conseil souhaite me démettre de mes fonctions, ils en ont le pouvoir. Mais d'ici là, nous procéderons comme je l'ai indiqué. » Il se tourna vers son assistante. « Sylvie, veuillez appeler la sécurité. Monsieur Roux doit être escorté hors du bâtiment immédiatement. Ses accès informatiques seront révoqués dans l'heure. » La réunion s'acheva dans une atmosphère tendue. Alors que les membres du comité quittèrent la salle, Hélène Dupuis, directrice des ressources humaines, resta en arrière. « C'est courageux ce que vous faites, Marcel, » dit-elle doucement. « Mais Antoine a raison sur un point, le conseil pourrait vous demander de démissionner. » Marcel sourit faiblement. « Je sais, mais pour la première fois depuis longtemps, je dors peut-être en paix ce soir. » L'après-midi fut consacré à des réunions de crise. Marcel rencontra François Mercier, le journaliste de l'Observateur, et lui offrit une transparence totale, les documents, les témoignages, sa propre responsabilité dans l'affaire. « Vous rendez compte que cet article pourrait vous coûter votre poste ?» demanda Mercier, surpris par cette candeur inhabituelle. « Certaines choses valent plus qu'un poste, monsieur Mercier. L'intégrité en fait partie. » En fin de journée, épuisé mais déterminé, Marcel quitta son bureau. Au lieu de rentrer dans son appartement luxueux du 16e arrondissement, il se dirigea vers le 18e, vers le petit immeuble où vivaient Élise et Sophie. Cette fois, il ne vint pas les mains vides. Dans une main, il tenait un dossier contenant une offre de réintégration pour Élise, avec un poste plus élevé et une compensation substantielle.
Dans l'autre, un petit paquet pour Sophie. Lorsqu'Élise ouvrit la porte, son expression passa de la surprise à la méfiance, puis à la curiosité, en voyant son air fatigué. « Monsieur Beaumont, je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Appelez-moi Marcel, je vous en prie, dit-il. Puis-je entrer? J'ai des nouvelles importantes à vous communiquer. » Sophie apparut derrière sa mère, Lou dans les bras. Le chiot jappa joyeusement en reconnaissant Marcel. « Vous êtes revenu !» s'exclama la petite fille avec un sourire lumineux. « Loup est content de vous voir. » Marcel s'agenouilla pour caresser le chiot. « Je suis content de vous voir tous les deux aussi. J'ai quelque chose pour toi, Sophie. » Il lui tendit le paquet qu'elle ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un petit manteau bleu pour Lou, assorti d'une plaque gravée pour son collier. « Pour que Lou reste au chaud, lui aussi, » expliqua Marcel. Sophie le remercia avec enthousiasme, puis s'éloigna pour essayer le manteau sur son compagnon à quatre pattes. Resté seul avec Élise, Marcel lui tendit le dossier. « J'ai découvert la vérité, Madame Moreau. Vous aviez raison sur toute la ligne. Philippe Roux a détourné des fonds et vous a fait licencier pour vous faire taire. » Élise feuilleta le dossier, son expression passant de la stupéfaction à la validation. « Vous avez vraiment enquêté? » ?»« Oui, et ce n'est pas tout. Un journaliste de l'Observateur prépare un article sur cette affaire. Il sortira la semaine. À prochaine. La vérité sera connue de tous. » Élise le regarda avec intensité. « Et vous êtes d'accord avec ça? Cela pourrait nuire gravement à votre entreprise. »« Notre entreprise, » corrigea doucement Marcel. « Ce dossier contient une offre de réintégration. J'aimerais que vous reveniez à Lumière Technologies, mais pas à votre ancien poste. Je vous propose de devenir directrice de l'expérience client pour l'ensemble du groupe. » Élise resta sans voix, fixant le document comme s'il pouvait disparaître. À tout moment. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi faire tout cela ?» Marcel regarda Sophie qui jouait avec Lou dans le petit salon. « Parce que votre fille m'a rappelé pourquoi j'ai fondé cette entreprise à l'origine. Pas pour les profits trimestriels ou la valeur actionnariale, mais pour créer quelque chose qui améliore vraiment la vie des gens. J'ai perdu de vue cet objectif en cours de route. Grâce à vous deux, je l'ai retrouvé. » Élise hésita, tiraillée entre méfiance et espoir. « Et si je refuse? La compensation financière reste valable, bien sûr, et je comprendrai parfaitement votre réticence à revenir. Mais j'espère sincèrement que vous accepterez. Lumière. Technologie a besoin de personnes comme vous, des personnes avec des principes et du courage. » Un sourire incertain se dessina sur les lèvres d'Élise. « Je vais y réfléchir, sérieusement. » Marcel hocha la tête, soulagé. C'était déjà plus qu'il n'espérait. « Maman, regarde. Lou a un manteau comme un vrai monsieur, » s'écria Sophie en revenant vers eux, le chiot paradant fièrement dans son nouvel accoutrement. Élise et Marcel échangèrent un regard, un lien invisible se formant entre eux, la reconnaissance partagée que quelque chose d'important venait de commencer. La semaine qui suivit fut la plus tumultueuse que Lumière Technologies ait jamais connue. Lorsque l'article de François Mercier parut dans l'Observateur, l'onde de choc fut immédiate. Corruption et abus de pouvoir, le côté obscur de Lumière Technologies, le titre s'étalait en première page, accompagné d'une photo de Marcel Beaumont quittant les bureaux du journal. Contrairement aux prédictions d'Antoine Delacroix, Marcel avait choisi de prendre les devants. Dans l'article, il reconnaissait les erreurs commises sous sa direction, annonçait les mesures correctives déjà entreprises et présentait un plan de réforme pour l'entreprise. Cette transparence inhabituelle avait décontenancé les médias, habitués aux démentis corporatifs et aux communiqués aseptisés. Les actions de l'entreprise avaient chuté de 20% le premier jour avant de se stabiliser. Philippe Roux et 3 autres cadres impliqués dans le scandale avaient été licenciés pour faute grave. Une enquête interne, menée par un cabinet d'audit indépendant, avait été lancée. Et, fait sans précédent, une cellule spéciale avait été créée pour contacter tous les employés ayant quitté l'entreprise dans des circonstances douteuses au cours des 3 dernières années. Ce matin-là, Marcel se préparait pour la réunion extraordinaire du conseil d'administration. Il savait que son poste était en jeu. Plusieurs membres influents avaient déjà exprimé leur mécontentement face à sa gestion de la crise, estimant qu'il avait privilégié l'éthique au détriment des intérêts financiers de l'entreprise. Son téléphone sonna. C'était Élise. « J'ai vu les nouvelles.
dit-elle sans préambule. « Comment vous sentez-vous » Marcel sourit malgré lui. C'était typique d'Élise de s'inquiéter pour lui, alors qu'elle-même traversait une période difficile, comme quelqu'un qui s'apprête à entrer dans l'arène, répondit-il honnêtement. « Le conseil se réunit dans 1 heure. Je pourrais bien être au chômage ce soir. »« Vous regrettez » demanda-t-elle doucement. Marcel réfléchit un instant. « Non, étrangement, pas du tout. Et vous ? Avez-vous pris une décision concernant mon offre ?» Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « J'accepte, » dit finalement Élise, « mais j'ai quelques conditions. » Marcel sourit. « Je vous écoute. » Premièrement, je veux carte blanche pour restructurer le service client selon des principes véritablement humains. Deuxièmement, je veux relancer le programme Lumière pour tous, mais en l'élargissant pour inclure un soutien aux familles monoparentales en difficulté. Et troisièmement, elle hésita. Je veux que vous veniez dîner chez nous ce soir, quel que soit le résultat de votre réunion. Sophie prépare un gâteau depuis ce matin. Elle est persuadée que vous allez gagner. Marcel sentit une chaleur inattendue l'envahir. Dites à Sophie que je ne manquerai ce gâteau pour rien au monde. Quant à vos 2 premières conditions, considérez-les comme acceptées. À ce soir donc. Il raccrocha, revigoré par cette conversation. Quelle ironie, alors qu'il s'apprêtait, peut-être à perdre son entreprise. Il avait l'impression de retrouver quelque chose de bien plus précieux. La salle du conseil était silencieuse lorsque Marcel y entra. 18 visages graves le fixaient, les actionnaires majoritaires et les membres du conseil d'administration. Au centre, Gérard Laurent, président du conseil et patriarche, d'une des familles fondatrices de Lumière Technologies, l'observait avec une expression indéchiffrable. « Marcel, » commença Gérard sans préambule, « nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de votre avenir à la tête de cette entreprise. Les événements de la semaine écoulée ont suscité de graves préoccupations. » Marcel hocha la tête. « Je comprends, Gérard, et je suis prêt à accepter les conséquences de mes décisions. » Avant de poursuivre, intervint Gérard, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi ? Pourquoi avoir choisi d'exposer publiquement nos problèmes ? Internes plutôt que de les régler discrètement, comme nous l'avons toujours fait ? Marcel regarda chaque personne autour de la table avant de répondre. Il y a 1 semaine, j'ai rencontré une petite fille qui vendait son chien pour acheter des médicaments à sa mère malade. Cette mère était une ancienne employée de notre entreprise, licenciée injustement parce qu'elle avait découvert des malversations. J'ai réalisé ce jour-là que notre façon discrète de régler les problèmes créait des victimes réelles, des personnes avec des noms, des visages, des vies. J'ai compris que chaque fois que nous choisissons le profit au détriment de l'éthique, quelque part, une Sophie vend son loup. Un murmure parcourut l'assemblée. Marcel poursuivit. Lumière Technologies a été fondée avec une mission, améliorer la vie des gens grâce à l'innovation, pas enrichir quelques-uns au détriment du plus grand nombre. J'ai failli à cette mission en permettant à une culture de silence et de compromission de s'installer. J'ai choisi la transparence parce que c'était le seul moyen de restaurer notre intégrité envers nos employés, nos clients et nous-mêmes. Gérard échangea des regards avec plusieurs membres du conseil, puis se tourna à nouveau vers Marcel. Noble discours, mais les chiffres sont là. Notre action a perdu 20% de sa valeur. Plusieurs contrats majeurs sont en suspens et notre réputation est entachée. Votre idéalisme nous coûte cher, Marcel. Pour l'instant, admit Marcel. Mais à long terme, les entreprises qui prospèrent véritablement sont celles qui inspirent confiance. Nous avons une occasion unique de nous réinventer comme une entreprise véritablement éthique, pas seulement dans nos brochures marketing, mais dans nos actions quotidiennes. Il sortit alors une tablette de sa serviette et la posa sur la table. J'ai préparé un plan de redressement complet. Il inclut des mesures de transparence accrue, une réforme des processus de prise de décision et un nouveau code d'éthique avec des mécanismes d'application réels. Mais surtout, il réaffirme notre engagement envers notre mission originelle, l'innovation au service de l'humain. Et si nous refusons ce plan, demanda froidement Antoine Delacroix, alors j'offrirai ma démission, effective immédiatement, répondit calmement Marcel. Mais sachez que plusieurs médias et organisations de défense des droits des employés suivent cette affaire de près. Le monde nous observe. La façon dont nous répondrons à cette crise définira Lumière Technologies pour les années à venir. Un silence pesant s'installa. Puis, contre toute attente, Gérard Laurent se mit à rire doucement.
Vous me rappelez mon père, Marcel, dit-il avec un sourire nostalgique. Il avait la même obstination quand il a fondé cette entreprise. La technologie sans humanité n'est qu'un gadget, disait-il toujours. Il se tourna vers les autres membres du conseil. Mesdames et messieurs, nous avons le choix. Entre revenir à nos racines ou continuer sur la voie de la facilité morale qui nous a menés à ce scandale. Personnellement, je préfère la première option. Une discussion animée s'ensuivit. Certains membres du conseil restaient sceptiques. D'autres semblaient convaincus par l'argumentation de Marcel. Finalement, après 2 heures de débat, un vote fut organisé. Par 11 voix contre 7, le conseil décida de maintenir Marcel Beaumont à son poste et d'adopter son plan de réforme. Considérez ceci comme votre dernière chance, Marcel, avertit Gérard après le vote. Nous vous soutenons aujourd'hui, mais nous attendons des résultats concrets dans les 6 mois. Marcel hocha la tête, conscient que la bataille était loin d'être gagnée. Mais c'était un début. En sortant de la réunion, il reçut un message d'Élise. « Sophie a terminé le gâteau. Nous vous attendons pour 19 heures. Bonne ou mauvaise nouvelle, il y aura du chocolat. » Cette simple phrase lui donna plus de joie que le vote du conseil. Il lui répondit « J'apporte le champagne. Nous avons 2 raisons de célébrer. J'ai gardé mon poste et Lumière Technologies s'apprête à accueillir sa nouvelle directrice de l'expérience client. » Le soir venu, Marcel troqua son costume 3 pièces contre un jean et un pull. Simple, il acheta une bouteille de champagne pour les adultes et du jus de fruits pétillant pour Sophie. Sur une impulsion, il s'arrêta également chez un fleuriste pour acheter un bouquet de tulipes, les fleurs préférées d'Élise, comme il l'avait remarqué dans son petit appartement. Lorsqu'il frappa à leur porte, ce fut Sophie qui ouvrit, un large sourire illuminant son visage. « Vous avez gagné » s'exclama-t-elle avant même qu'il puisse parler. « Je le savais. Lou aussi le savait, n'est-ce pas, Lou ?» Le chiot jappa joyeusement, comme pour confirmer ses propos. « Effectivement, » sourit Marcel en entrant. « Et ta maman va venir travailler avec moi. » Élise apparut dans l'encadrement de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues douces sur ses épaules, une image bien différente de la femme, fatiguée qu'il avait rencontrée quelques jours plus tôt. « Félicitations, dit-elle simplement. Puis, apercevant les fleurs, elle ajouta avec un sourire, « Des tulipes. Comment avez-vous deviné ?» Marcel lui tendit le bouquet. « J'ai observé. C'est une compétence que je redécouvre depuis peu. L'appartement était modeste, mais l'atmosphère qui y régnait était plus chaleureuse que dans n'importe quelle réception mondaine à laquelle Marcel avait assisté. Sophie avait dressé la table avec un soin touchant, plaçant même un petit vase avec une fleur unique pour décorer le centre. Le parfum délicieux d'un gratin dauphinois s'échappait du four. Pendant le dîner, Marcel raconta les événements de la journée, adaptant son récit pour que Sophie puisse comprendre. La petite fille l'écoutait avec une attention solennelle, posant parfois des questions surprenantes de perspicacité. « Donc, vous avez dit la vérité, même si c'était difficile, et finalement, les gens vous ont fait confiance, » résuma-t-elle. Marcel sourit. « C'est exactement ça, Sophie. Parfois, dire la vérité est effrayant, mais c'est presque toujours la meilleure chose à faire. Comme quand j'ai cassé le vase de Madame Dubois et que je lui ai avoué, demanda-t-elle avec sérieux. « Exactement comme ça, » confirma Marcel, en échangeant un regard amusé avec Élise. Après le dîner vint le moment du gâteau, une création ambitieuse de Sophie, un peu bancale, mais débordante d'enthousiasme. La petite fille l'avait décoré le dessus avec des lettres en sucre, formant maladroitement Bravo, et ce qui ressemblait vaguement à un chien en glaçage. « C'est censé être Lou, » expliqua-t-elle avec fierté. « Il est content que vous ayez gagné aussi. » Marcel sentit sa gorge se serrer devant cette gentillesse simple et sincère. « C'est le plus beau gâteau que j'ai jamais vu, Sophie. Merci. » Plus tard, après que Sophie fut couchée, Marcel et Élise s'installèrent dans le petit salon avec un verre de champagne. « Alors, Madame la directrice, prête pour votre premier jour lundi ?» demanda Marcel. Élise passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait sa nervosité. « Pour être honnête, je suis terrifiée. Revenir dans cette entreprise, affronter les regards, porter cette nouvelle responsabilité. Vous serez brillante, affirma Marcel. Vous avez quelque chose que beaucoup de cadres n'ont pas, une boussole morale intacte.
et une perspective unique sur ce que vivent réellement nos clients et nos employés. Élise le regarda avec intensité. « Vous avez vraiment changé en quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé exactement lorsque vous avez rencontré Sophie ?» Marcel contempla son verre, cherchant les mots justes. « J'ai vu le reflet de l'homme que j'étais censé devenir, pas ce personnage distant que j'étais. Devenu obsédé par les chiffres et les performances, mais quelqu'un capable de voir l'humanité derrière chaque décision. Sophie m'a rappelé qu'une entreprise n'est pas juste un mécanisme de profit, c'est une communauté humaine, avec un impact réel sur des vies réelles. » Élise tendit son verre pour trinquer. « À la redécouverte de notre humanité, alors. Et aux nouvelles rencontres qui changent tout, » ajouta Marcel en touchant doucement son verre au sien. Lorsqu'il quitta l'appartement cette nuit-là, Marcel se sentit étrangement réticent à partir. Son luxueux appartement du 16e arrondissement lui semblait soudain froid et vide, comparé à ce foyer modeste mais chaleureux. Alors qu'il attendait l'ascenseur, Élise le rejoignit dans le couloir, un petit paquet à la main. « Sophie voulait que vous ayez ceci, » dit-elle en le lui tendant. Elle l'a préparé avant de s'endormir. Marcel ouvrit le paquet et découvrit un dessin d'enfant encadré dans un cadre bricolé avec des bâtonnets de glace. Le dessin représentait 3 personnages souriants. Une femme, une petite fille et un homme en costume, avec un petit chien à leurs pieds. Au-dessus, Sophie avait écrit de son écriture maladroite « Notre nouvelle famille ». Marcel sentit une émotion intense le submerger. « Je ne sais pas quoi dire. » Élise sourit, avec une douceur qui illumina son visage fatigué. « Vous n'avez rien à dire, juste revenez nous voir bientôt. » Sur une impulsion, Marcel se pencha et déposa un baiser léger sur sa joue. « Comptez sur moi, » murmura-t-il avant que les portes de l'ascenseur ne se referment sur lui. Dans la cabine descendante, il regarda à nouveau le dessin de Sophie. « Notre nouvelle famille ». Ces mots résonnaient en lui comme une promesse, un nouvel horizon qui s'ouvrait là où il ne voyait auparavant que le chemin tracé de sa carrière solitaire. Les semaines suivantes furent intenses pour Lumière Technologies. La reconstruction de l'entreprise avait commencé, tant sur le plan structurel que sur celui de son image. Marcel travaillait sans relâche, déterminé à tenir ses promesses envers le conseil d'administration, mais surtout envers lui-même. Le 7/7. Premier jour d'Élise à son nouveau poste, avait fait sensation. Son arrivée dans le hall principal, accompagnée par Marcel lui-même, avait suscité des murmures et des regards curieux. L'histoire de son licenciement injuste et de son retour triomphal s'était répandue comme une traînée de poudre, transformant ce qui aurait pu être un simple changement de personnel en un symbole puissant du renouveau de l'entreprise. Je vous présente Élise Moreau, notre nouvelle directrice de l'expérience client, avait annoncé Marcel à l'équipe rassemblée. Elle incarnera désormais la voix de nos clients au sein du comité exécutif. Son mandat est clair, remettre l'humain au centre de nos préoccupations. Élise, dans son tailleur simple mais élégant, avait relevé le défi avec un mélange de détermination et d'humilité qui avait immédiatement conquis ses nouvelles équipes. Sa connaissance approfondie des produits de l'entreprise, combinée à son expérience directe des défaillances du système, lui conférait une légitimité indéniable. Les changements ne s'étaient pas fait attendre. Dès la première semaine, elle avait lancé un audit complet des procédures du service client, identifiant les points de friction où l'efficacité bureaucratique prenait le pas sur l'empathie humaine. De nouvelles directives avaient été émises, accordant aux agents une plus grande latitude pour résoudre les problèmes des clients. Un protocole ne remplacera jamais le jugement humain, avait-elle déclaré lors d'une réunion d'équipe. Nous vendons des produits à des personnes, pas à des statistiques. Chaque appel est une opportunité de renforcer la confiance. Parallèlement, Marcel avait relancé le programme Lumière pour tous, mais dans une version considérablement élargie. Ce qui était autrefois une simple initiative d'aide aux employés en difficulté devenait un engagement sociétal plus vaste. Des formations gratuites pour les personnes en reconversion professionnelle, un accompagnement spécifique pour les familles monoparentales, des bourses d'études pour les enfants d'employés aux revenus modestes. Un soir de mars, alors que le printemps commençait timidement à se manifester dans les rues de Paris, Marcel et Élise travaillaient tard dans son bureau. À travers les baies vitrées,
La tour Eiffel scintillait dans la nuit, rappelant pourquoi Paris était surnommée la ville lumière. Les chiffres sont encourageants, nota Élise en parcourant le rapport mensuel. Les plaintes ont diminué de 30% et le taux de fidélisation des clients a augmenté de 12 points. Même les analystes commencent à remarquer la différence. Marcel sourit. Effectivement, après la chute initiale, l'action de Lumière Technologies avait amorcé une remontée progressive. Le pari de la transparence et de l'éthique commençait à porter ses fruits. « Ce n'est qu'un début », répondit-il. « Nous avons encore beaucoup à faire. » Élise l'observa avec attention. Ces dernières semaines, elle avait appris à connaître cet homme complexe. Derrière le masque du PDG implacable se cachait une personne bien plus nuancée. Un visionnaire qui s'était temporairement égaré, mais qui retrouvait peu à peu sa boussole morale. « Comment va Sophie ?» demanda Marcel, changeant délibérément de sujet. Le visage d'Élise s'illumina à la mention de sa fille. « Elle va bien, elle a reçu les meilleurs résultats de sa classe en mathématiques cette semaine. Et Lou a finalement appris à rapporter la balle, ce qu'elle considère comme un exploit majeur. » Marcel rit. « C'est effectivement impressionnant. Sophie est une excellente dresseuse. » Un silence confortable s'installa entre eux, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui ont dépassé les conventions sociales pour établir une connexion authentique. « Elle demande souvent quand vous reviendrez dîner, » ajouta Élise avec une légère hésitation. « Cela fait presque 2 semaines. » Marcel sentit une pointe de culpabilité. Ces derniers temps, absorbé par la transformation de l'entreprise, il avait espacé ses visites chez les Moreau. Pourtant, ces moments passés dans leur modeste appartement étaient devenus précieux pour lui, un havre de simplicité et d'authenticité dans sa vie, par ailleurs, réglée comme du papier à musique. « Que diriez-vous de ce week-end » proposa-t-il. « Samedi, peut-être ? J'avais pensé que nous pourrions emmener Sophie au jardin d'acclimatation. Lou pourrait venir aussi, ils acceptent les chiens tenus en laisse. » Élise parut surprise par cette suggestion. « Un parc d'attractions ? Vous, Marcel Beaumont, le PDG, qui ne prend jamais de pause ? » « Il y a un début à tout, » répondit-il avec un sourire. « Et puis, j'ai promis à Sophie de lui montrer que la vie n'est pas qu'une succession de réunions et de rapports trimestriels. » Le samedi suivant fut une journée mémorable. Le soleil printanier baignait Paris d'une lumière douce, idéale pour une sortie en plein air. Marcel arriva tôt chez Élise et Sophie, habillés de façon décontractée, jonc, chemise simple et veste légère, une tenue qui surprit agréablement ses hôtes, habitués à le voir en costume impeccable. « Vous ressemblez à une personne... C'est normal, » commenta Sophie avec sa franchise habituelle, ce qui fit rire les adultes. Le jardin d'acclimatation, niché à l'orée du bois de Boulogne, offrait un mélange parfait d'attractions, de nature et d'espace de détente. Marcel, qui n'y avait pas mis les pieds depuis son enfance, redécouvrit le lieu à travers les yeux émerveillés de Sophie. La petite fille les entraîna d'une attraction à l'autre avec une énergie inépuisable, Lou trottinant joyeusement à ses côtés, attirant les regards attendris des autres visiteurs. Pour Marcel, habitué aux environnements contrôlés et aux interactions professionnelles calculées, cette journée était une bouffée d'air frais. Il se surprit à rire sans retenue sur les manèges, à s'émerveiller devant les animaux de la petite ferme, à partager une barbe à papa avec Sophie sans se soucier du sucre qui collait à ses doigts. « Vous devriez rire plus souvent, lui. » dit Élise alors qu'il s'était arrêté pour une pause sur un banc, observant Sophie qui jouait avec Lou sur une pelouse. « Ça vous va bien. » Marcel la regarda, notant comment le soleil accentuait les reflets au burn de ses cheveux, comment ses yeux s'illuminaient quand elle souriait. « J'avais oublié comment faire, je crois, » admit-il. « Ces dernières années, j'ai vécu comme si chaque moment devait être optimisé pour la productivité. Même mes rares loisirs étaient programmés comme des réunions. » Élise l'écoutait, avec attention, sans jugement. C'était l'une des qualités qu'il appréciait le plus chez elle, cette capacité à accueillir les confidences sans précipiter une réponse. « Qu'est-ce qui vous a conduit sur cette voie ?» demanda-t-elle doucement. Marcel réfléchit avant de répondre, cherchant l'honnêteté plutôt que la facilité. L'ambition, certainement. La peur de l'échec, probablement. Et puis, il y a eu mon divorce. C'était la première fois qu'il évoquait sa vie personnelle avec elle. Élise attendit patiemment qu'il poursuive. Camille, mon ex-femme, disait que j'avais épousé Lumière Technologies, pas elle.
Elle n'avait pas tort. Notre fils, Lucas, avait 10 ans quand nous nous sommes séparés. Il en a 15 maintenant. Je le vois un week-end sur 2, quand mes obligations professionnelles le permettent, ce qui n'est pas assez souvent. Un nuage passa sur son visage. La semaine dernière, il m'a annoncé qu'il préférait passer le week-end avec ses amis, plutôt qu'avec moi. Je n'ai pas insisté. Que pouvais-je lui offrir? Un dîner silencieux et la vision de son père vérifiant constamment ses emails. Élise posa doucement sa main sur la sienne. Il n'est jamais trop tard pour changer, Marcel. Croyez-moi, les enfants sont étonnamment réceptifs quand ils sentent un effort sincère. Leurs regards se croisèrent et Marcel sentit quelque chose s'éveiller en lui, un sentiment qu'il avait cru éteint depuis longtemps, enfoui sous les couches de responsabilité et d'ambition professionnelle. « Papa, maman, regardez !» La voix de Sophie interrompit ce moment. La petite fille accourait vers eux, loup sur ses talons, brandissant fièrement un petit avion en papier. « Un monsieur m'a appris à le faire. Il vole super bien. » Marcel nota l'utilisation du mot « papa » que Sophie avait laissé échapper spontanément. Élise aussi l'avait remarqué, à en juger par la légère rougeur qui colorait ses joues. Nika, l'un ni l'autre ne la corrigèrent. « C'est magnifique, Sophie », dit Marcel en examinant l'avion avec un sérieux comique, un véritable chef-d'œuvre aérodynamique. La journée se poursuivit dans cette atmosphère légère et heureuse. Ils déjeunèrent dans un petit restaurant du parc, firent un tour de barque sur le lac et terminèrent par une séance de photos dans un photomaton vintage qui les fit rire aux éclats en essayant de faire tenir loupe dans le cadre. Le soir, venue alors qu'ils regagnaient l'appartement d'Élise, Sophie s'endormit dans la voiture, épuisée par tant d'émotions et d'activités. Marcel la porta délicatement jusqu'à son lit, guidé par Élise qui ouvrait le chemin. « Bonne nuit, petit ange », murmura-t-il en remontant la couverture sur la petite fille endormie. Lou sauta sur le lit et se roula en boule à ses pieds, comme pour monter la garde. De retour dans le salon, Marcel et Élise s'installèrent sur le canapé, partageant un verre de vin dans un silence confortable. Les photos du photomaton étaient posées sur la table basse, 4 clichés montrant leurs visages rieurs, pressés les uns contre les autres pour rentrer dans le cadre, Lou apparaissant partiellement sur le dernier. « On dirait presque une vraie famille », observa Marcel avec une pointe de mélancolie. Élise le regarda longuement avant de répondre. « Peut-être parce que c'est ce que nous commençons à devenir. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, touchèrent Marcel en plein cœur. Il réalisa que ces moments partagés avec Élise et Sophie étaient devenus essentiels à son équilibre, comme si un espace vide en lui se remplissait progressivement. « J'aimerais vous inviter toutes les deux, ainsi que Lou bien sûr, à passer un week-end à ma maison de campagne en Normandie, dit-il soudainement. C'est un ancien moulin que j'ai rénové il y a quelques années. Il y a un ruisseau, des pommiers, beaucoup d'espace pour que Lou puisse courir. C'est un endroit important pour moi. » Élise comprit la signification de cette invitation. Marcel ne parlait jamais de sa vie privée au bureau. Cette maison devait représenter une part de lui-même qu'il gardait précieusement à l'abri du monde professionnel. « Nous adorerions venir », répondit-elle simplement. Marcel prit sa main dans la sienne, traçant doucement les contours de ses doigts. « Élise, Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Pas de grande déclaration ce soir, Marcel. Laissons les choses évoluer naturellement. Nous avons tous les deux connu des blessures. Prenons notre temps. » Il acquiesça, respectant sa sagesse. Mais quand il quitta l'appartement cette nuit-là, leur au revoir fut scellé par un baiser, léger, presque timide, mais empli de promesses. Dans sa voiture, en route vers son appartement du 16e arrondissement, Marcel prit une décision. Il saisit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. « Camille, c'est Marcel. Je sais qu'il est tard, mais je voulais te demander... Est-ce que tu crois que Lucas accepterait que j'assiste à son prochain match de football? Je promets de laisser mon téléphone à la maison. » La surprise dans la voix de son ex-femme était palpable. « Je pense qu'il aimerait ça, oui. Son prochain match est samedi prochain. Je t'enverrai les détails. » « Merci, dit Marcel, sentant un poids se lever de ses épaules. « Et Camille, je suis désolé, pour tout. » Un silence, puis « Mieux vaut tard que jamais, Marcel, bonne nuit. » Il raccrocha, le cœur étrangement léger. Dehors, Paris brillait de 1000 feux, mais pour une fois,
Marcel ne voyait pas seulement une ville d'affaires et d'opportunités. Il voyait un lieu de possibilités humaines, de connexions authentiques, de secondes chances. Sur le siège passager reposait la bande de photos du photomaton. Des visages heureux, sans masque ni prétention. Une famille en devenir. Le printemps céda la place à l'été. Et avec la chaleur grandissante vint aussi une période d'épreuves inattendues. Lumière. Technologie progressait sur la voie de sa transformation éthique, mais les défis ne manquaient pas. Le plus significatif surgit un matin de juin sous la forme d'une offre publique d'achat hostile. Groupe Mercantile International, un conglomérat américain réputé pour ses méthodes agressives, avait profité de la période de vulnérabilité de Lumière Technologies pour accumuler discrètement des actions. Leur proposition était simple et brutale. Une prise de contrôle complète, suivie d'un démantèlement de l'entreprise en divisions distinctes qui seraient revendues séparément pour maximiser la valeur actionnariale. Marcel avait convoqué une réunion d'urgence du comité exécutif dès l'annonce de cette tentative de rachat. L'atmosphère dans la salle de conférence était électrique, mélange de peur et de détermination. « Ils exploitent notre vulnérabilité temporaire », expliqua-t-il, debout face à l'équipe dirigeante. « Nos actions n'ont pas encore retrouvé leur valeur d'avant la crise, ce qui rend leur offre techniquement généreuse pour les actionnaires. Mais nous savons tous ce que cela signifie réellement. » Élise, assise à sa droite en tant que directrice de l'expérience client, prit la parole. Des licenciements massifs, l'abandon de nos projets à faible rentabilité immédiate, mais à fort impact social, la fin de notre transformation éthique. Antoine Delacroix, qui s'était montré étonnamment coopératif ces derniers mois, intervint. Sans oublier la perte de notre indépendance et de notre identité française. Groupe Mercantile est connu pour vider les entreprises qu'il acquiert de leur substance avant de les revendre par morceaux. Marcel observa son équipe avec fierté. Malgré leurs différents passés, ils étaient désormais unis par une vision commune. Nous avons 72 heures pour formuler notre réponse. Je veux que nous explorions toutes les options de défense possibles. Les jours qui suivirent furent intenses. Marcel enchaînait les réunions avec les avocats, les banquiers d'affaires, les membres du conseil d'administration et les actionnaires clés. Les nuits étaient courtes, les repas oubliés, l'adrénaline servant de carburant à cette course contre la montre. Au milieu de cette tempête professionnelle, sa relation naissante avec Élise et Sophie représentait à la fois un ancrage et une complication. Leurs soirées et week-ends ensemble étaient devenus une constante précieuse dans sa vie, mais la crise actuelle l'obligeait à les négliger temporairement. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, il reçut un message d'Élise. Accompagné d'une photo, Sophie endormie, Lou blotti contre elle et un dessin posé sur sa table de chevet, une représentation naïve mais touchante de Marcel terrassant un dragon identifié comme le méchant groupe. « Elle a insisté pour rester éveillée jusqu'à ton appel », écrivait Élise. Elle s'est finalement endormie en dessinant ce chef-d'œuvre pour t'encourager. Marcel sentit sa gorge se nouer. Cette petite fille, qui avait déjà enduré tant de difficultés dans sa courte vie, croyait en lui avec une confiance absolue. Cette pensée était à la fois réconfortante et terrifiante. Il appela Élise qui décrocha immédiatement. « Comment vas-tu » demanda-t-elle doucement. « Tu sembles épuisé lors de nos brèves rencontres au bureau. » Marcel soupira. « Je le suis, mais nous progressons. Nous avons trouvé quelques alliés potentiels, des investisseurs français préoccupés par la préservation de notre patrimoine technologique national. » Il hésita avant d'ajouter « Le problème, c'est que certains membres du Conseil sont tentés par l'offre de groupe mercantile. Elle représente un profit immédiat substantiel pour les actionnaires. Y compris pour toi, observa Élise. Ce n'était pas une accusation, simplement une constatation. Oui, admit Marcel. En termes purement financiers, accepter cette offre me rendrait considérablement plus riche. Mais ce n'est pas... n'est pas le Marcel que tu es devenu, compléta Élise. Je sais. Un silence confortable s'installa entre eux, le genre de silence qui dit plus que les mots. Sophie m'a demandé si nous étions une famille maintenant, dit soudain Élise. Elle veut savoir si elle peut t'appeler papa. Cette révélation frappa Marcel comme un coup au cœur. Qu'as-tu répondu? Que nous construisions quelque chose d'important ensemble, mais que ces choses prennent du temps.
que tu tenais beaucoup à nous, mais que tu avais aussi de grandes responsabilités. Marcel ferma les yeux, visualisant le visage sérieux de Sophie posant cette question cruciale à sa mère. « J'aimerais être là avec vous ce soir », murmura-t-il. « Nous, comprenons, Marcel. Sauve ton entreprise d'abord, nous serons toujours là. » Cette promesse lui donna la force de poursuivre. Les heures suivantes furent consacrées à finaliser une stratégie de défense audacieuse. Un partenariat avec Fonds Patrimoine, un groupe d'investissement français spécialisé dans la préservation des fleurons industriels nationaux, combiné à un plan d'actionnariat, salarié qui donnerait aux employés une participation significative dans l'entreprise. Le jour de la présentation de ce plan au conseil d'administration arriva rapidement. Marcel se tenait devant les membres du conseil, conscient que l'avenir de Lumière Technologies se jouerait dans les prochaines heures. Notre proposition n'offre pas le même rendement financier immédiat que celle de Groupe Mercantile, admit-il. Franchement. Mais elle préserve l'intégrité de notre entreprise, protège nos employés et garantit la poursuite de notre mission d'innovation au service de l'humain. Gérard Laurent, le patriarche qu'il avait soutenu lors de la crise précédente, semblait partagé. « Marcel, nous apprécions votre vision et votre engagement, mais nous avons aussi des responsabilités envers nos actionnaires. La différence de valorisation est significative. » C'est alors qu'Élise, qui assistait à la réunion en tant que membre du comité exécutif, demanda la parole. Marcel, lui, céda la place avec curiosité. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, il y a 6 mois, j'étais une employée injustement licenciée, vendant des services de nettoyage pour survivre, tandis que ma fille tentait de vendre son chien pour acheter mes médicaments. » Un malaise parcourut l'Assemblée face à cette évocation directe. Aujourd'hui, je dirige l'expérience client de cette entreprise. Nos indicateurs de satisfaction ont atteint des niveaux historiques. Nos employés retrouvent leur fierté. Nos clients nous font confiance non seulement pour nos produits, mais pour nos valeurs. Elle fit une pause avant de poursuivre. Ce que Groupe Mercantile propose n'est pas seulement un changement de propriétaire. C'est l'abandon de tout ce que nous avons accompli. C'est un retour à une vision où les personnes, employées, comme clients, ne sont que des variables dans une équation financière. Élise sortit alors de son dossier plusieurs lettres. Voici des témoignages de clients dont la vie a été transformée par nos technologies médicales. Des personnes qui peuvent aujourd'hui vivre normalement grâce à nos innovations. Quand ils achètent nos produits, ils n'acquièrent pas seulement un appareil, ils nous confient leur santé, parfois leur vie. Cette confiance a une valeur qui ne figure dans aucun bilan financier. Un silence pensif suivit son intervention. Marcel reprit la parole, profondément touché par la force tranquille d'Élise. Notre proposition financière est peut-être moins attractive à court terme, mais elle préserve l'âme de Lumière Technologies et son potentiel à long terme. Je vous demande de voir au-delà des chiffres immédiats pour considérer l'héritage que nous voulons laisser. La délibération du Conseil dura plusieurs heures. Lorsque Marcel et Élise furent finalement rappelés dans la salle, l'atmosphère était solennelle. « Nous avons pris notre décision », annonça Gérard Laurent. Par une majorité de 10 voix contre 8, le Conseil rejette l'offre de Groupe Mercantile et accepte votre plan alternatif. Un soulagement immense envahit Marcel. Ils avaient à gagner, de justesse, mais ils avaient à gagner. Cependant, poursuivit Gérard, cette décision s'accompagne d'une condition. Nous voulons des résultats concrets dans les 12 mois. Si la valeur de l'entreprise ne remonte pas significativement d'ici là, nous reconsidérerons notre position. Marcel acquiesça. C'était un défi considérable, mais il était prêt à le relever. En sortant de la réunion, Élise et lui échangèrent un regard chargé d'émotion. Sans un mot, il prit sa main et la serra brièvement, un geste discret mais significatif dans l'environnement professionnel. Ce soir-là, contrairement à ce que tous attendaient, Marcel ne resta pas au bureau pour planifier les prochaines étapes. À la surprise générale, il quitta la Tour Lumière à 18h précises. 1 heure plus tard, il frappait à la porte d'Élise, un bouquet de tulipes dans une main, et dans l'autre, un petit paquet, soigneusement emballé. Sophie lui ouvrit, son visage s'illuminant instantanément. « Tu as battu le dragon !» s'exclama-t-elle en se jetant dans ses bras. Marcel la souleva riant malgré sa fatigue. « Nous avons battu le dragon ensemble, corrigea-t-il. Ta maman a été extraordinaire aujourd'hui. »
Élise apparut, encore vêtue, de son tailleur professionnel. « Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. Je pensais que tu serais submergée par la suite des événements. » Marcel déposa Sophie au sol et s'approcha d'Élise. « Rien n'est plus important que d'être ici ce soir. Le reste peut attendre jusqu'à demain. » Il lui tendit les fleurs, puis se tourna vers Sophie pour lui donner le paquet. « C'est pour toi, ma puce. » La petite fille déballa le cadeau avec enthousiasme, découvrant une petite boîte en bois magnifiquement ouvragée. À l'intérieur, sur un coussin de velours, reposait un médaillon en argent. « C'est un porte-bonheur, » expliqua Marcel en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Il appartenait à ma grand-mère, puis à ma mère, et maintenant, je voudrais qu'il soit à toi. » Sophie caressa le médaillon avec révérence. « Il est tellement joli. Merci, papa. » Elle avait prononcé ce dernier mot avec une hésitation interrogative, guettant sa réaction. Marcel sentit son cœur fondre. Il regarda Élise, cherchant son approbation, et vit qu'elle avait les larmes aux yeux. « Rien ne me rendrait plus heureux que d'être ton papa, Sophie, » répondit-il doucement. « Si ta maman est d'accord, bien sûr. » Élise s'approcha et s'agenouilla à côté d'eux, formant un cercle intime. « Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point, » dit-elle, avec un sourire ému. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, comme une famille. Sophie raconta ses aventures à l'école. Lou mendia des morceaux de table, et les adultes échangèrent des regards complices par-dessus leurs verres de vin. La menace de groupe mercantile semblait lointaine, presque insignifiante comparée à la chaleur de ce foyer improvisé. Plus tard, après avoir bordé Sophie, Marcel et Élise s'installèrent sur le petit balcon de l'appartement. La nuit était douce, parsemée d'étoiles, et le bourdonnement distant de la ville créait une toile de fond apaisante. « J'ai quelque chose à te demander, » dit Marcel, soudain sérieux. « C'est peut-être trop tôt, mais après ces derniers jours, je réalise que la vie est trop courte pour attendre le moment parfait. » Élise le regarda avec curiosité, une lueur d'anticipation dans les yeux. « J'ai un appartement immense dans le 16e arrondissement, rempli de meubles de designer et d'œuvres d'art soigneusement sélectionnées par un décorateur. Et pourtant, je ne m'y suis jamais senti chez moi. » Il prit sa main, traçant doucement les contours de ses doigts. « Ces derniers mois, j'ai découvert que le foyer n'est pas un lieu, mais un sentiment. Et ce sentiment, je ne le trouve qu'avec toi et Sophie. » Élise retint son souffle, pressentant ce qui allait suivre. « Je voudrais que nous vivions ensemble, » dit-il simplement. « Pas nécessairement dans mon appartement ou dans le tien. Nous pourrions trouver un nouvel endroit, un lieu qui serait véritablement le nôtre. Un endroit avec un jardin pour Lou, une belle chambre pour Sophie et encouragea Élise les yeux brillants. Et peut-être, un jour, de la place pour agrandir notre famille, acheva-t-il, surpris par ses propres paroles, mais certain de leur sincérité. Élise resta silencieuse un long moment, son visage reflétant un mélange complexe d'émotions. « Marcel, Il attendit, soudain anxieux. Avait-il été trop vite? Avait-il mal interprété leurs sentiments partagés? « Je t'aime, » dit-elle finalement. « Et Sophie t'adore. Mais nous avons besoin de faire les choses correctement. Pas seulement pour nous, mais pour elle. Elle a déjà vécu tant de bouleversements. » Marcel acquiesça, comprenant sa prudence. « Commençons par des week-ends ensemble, » suggéra Élise. « Ta maison en Normandie serait parfaite pour cela. Donnons-nous le temps de construire cette vie commune pas à pas. Et quand nous serons tous prêts, toi, moi, Sophie et même Lou, alors nous ferons ce grand saut. » Marcel sourit, reconnaissant sa sagesse. « Tu as raison comme toujours. Les meilleures fondations se construisent pierre par pierre. » Il se pencha vers elle, l'embrassant tendrement. Dans ce baiser, il y avait une promesse, celle d'un avenir commun, construit non pas sur l'impulsion du moment, mais sur la solidité de sentiments profonds et réfléchis. « En attendant, » murmura-t-il contre ses lèvres, « nous avons un dragon à garder à distance et une entreprise à reconstruire. » Élise sourit. « Et une famille à nourrir. N'oublie pas que demain, c'est toi qui prépares le dîner. » Marcel rit, savourant cette normalité précieuse. Dans le ciel parisien, les étoiles semblaient briller un peu plus fort, témoins silencieux, d'un bonheur qui s'édifiait patiemment, jour après jour. 1 an s'était écoulé depuis la tentative de rachat par groupe mercantile. L'automne paraît Paris de couleurs flamboyantes, transformant les jardins et les avenues en tableaux impressionnistes. Dans les locaux de Lumière Technologie,
Une atmosphère d'anticipation régnait. Le conseil d'administration se réunissait aujourd'hui pour évaluer les résultats de l'année écoulée et décider de l'avenir de l'entreprise, et par extension de celui de Marcel Beaumont. Marcel se tenait devant la baie vitrée de son bureau, observant la ville qui s'éveillait. Il était étonnamment serein pour quelqu'un dont la carrière se jouait peut-être dans les heures à venir. Cette sérénité, il la devait en grande partie au changement profond survenu dans sa vie personnelle. Un léger coup à la porte interrompit sa contemplation. Élise entra, rayonnante dans son tailleur bordeaux, un dossier à la main. « Les chiffres définitifs viennent d'arriver », annonça-t-elle. « Tout est prêt pour la présentation. » Marcel l'accueillit avec un sourire chaleureux. Leur relation professionnelle s'était approfondie en parallèle de leur relation personnelle, créant une synergie remarquable. Ensemble, ils formaient un duo redoutable. Lui avec sa vision stratégique, elle avec son insistance inébranlable sur l'élément humain. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle en s'approchant. « Curieusement paisible » répondit-il. « Quoi ? Qu'il arrive aujourd'hui ? Je sais que nous avons fait ce qui était juste. » Élise acquiesça. « Sophie m'a fait promettre de t'appeler dès que nous aurons les résultats. Elle a préparé 2 dessins, un pour célébrer la victoire et un pour te consoler en cas de défaite. » Marcel rit doucement. Cet enfant pense à tout. Comment s'est passée sa première journée dans sa nouvelle école? Brillamment. Elle a déjà fait 3 amis et impressionné sa maîtresse avec son exposé sur les chiens de sauvetage. Lou a été mentionnée comme une source primaire. Ces nouvelles quotidiennes de la vie de Sophie étaient devenues un pilier de l'existence de Marcel. Conformément à la suggestion d'Élise, ils avaient pris leur temps pour construire leur vie commune. Les week-ends en Normandie s'étaient multipliés, suivis par des vacances ensemble pendant les congés scolaires. Marcel avait progressivement déplacé ses affaires dans l'appartement d'Élise, y passant d'abord quelques nuits par semaine, puis pratiquement toutes. Finalement, 3 mois plus tôt, ils avaient franchi le pas, non pas en emménageant dans l'appartement luxueux de Marcel, ni en restant dans le petit logement d'Élise, mais en acquérant ensemble une maison de ville dans le 15e arrondissement. Un compromis parfait entre l'élégance et la chaleur familiale. Un jardin pour Lou, une chambre spacieuse pour Sophie, et même une pièce supplémentaire qu'il n'avait pas encore décidé comment utiliser, mais qui représentait la possibilité d'un avenir en expansion. La réunion commence dans une heure, rappela Élise, le ramenant au présent. Tu devrais peut-être revoir une dernière fois les points clés de ta présentation. Marcel hocha la tête et se dirigea vers son bureau. Les documents qui y étaient étalés racontaient l'histoire d'une transformation remarquable. En 1 an, Lumière Technologies avait non seulement survécu, mais prospéré sous sa nouvelle orientation éthique. Le programme Lumière pour tous, désormais considérablement élargi, était devenu un modèle d'engagement social corporatif, attirant l'attention des médias et d'autres entreprises désireuses d'imiter cette approche. La division des technologies médicales, sous la supervision attentive d'Élise, avait développé des partenariats avec des hôpitaux publics et des organisations humanitaires, rendant leurs innovations accessibles à des populations qui en auraient été autrement exclues. Plus impressionnant encore, ces initiatives socialement responsables avaient finalement eu un impact positif sur les résultats financiers. La réputation renforcée de l'entreprise avait attiré de nouveaux clients, fidélisé les anciens et même séduit une nouvelle génération d'investisseurs pour qui l'impact social était aussi important que le rendement économique. Le Samtidchase, cours de l'action, a dépassé son niveau pré-crise de 15%, nota Marcel en parcourant les graphiques. Et notre indice de satisfaction client est au plus haut historique. Élise sourit, fière de ses accomplissements partagés. N'oublie pas de mentionner le taux de rétention des employés. Il est passé de 70 à 92% depuis l'introduction du programme d'actionnariat salarié. Marcel la regarda avec admiration. « Que ferais-je sans toi ? Heureusement, tu n'auras jamais à le découvrir, » répondit-elle en déposant un baiser léger sur ses lèvres, avant de se diriger vers la porte. « Je vais préparer la salle de conférence. À tout à l'heure. » La réunion du conseil d'administration débuta à 10 heures précises. Marcel et Élise présentèrent leurs résultats avec une assurance tranquille, détaillant les succès de l'année écoulée sans dissimuler les défis qui persistaient. Leur transparence, autrefois considérée comme risquée dans le monde des affaires,
était désormais leur marque de fabrique. Lorsque la présentation s'acheva, Gérard Laurent prit la parole au nom du Conseil. « Il y a 1 an, nous vous avons accordé notre confiance dans des circonstances difficiles, avec une condition claire, des résultats tangibles dans les 12 mois. Aujourd'hui, nous constatons que non seulement vous avez tenu vos promesses, mais vous les avez dépassées. » Murmure approbateur parcourut l'assemblée. Même Antoine Delacroix, autrefois le plus sceptique, hocha la tête avec respect. Le Conseil reconnaît unanimement la réussite de votre stratégie de transformation. Lumière Technologies n'est pas seulement plus forte financièrement, elle est devenue un modèle d'entreprise pour le XXIe siècle, alliant performance économique et responsabilité sociale. Gérard se leva, suivi par les autres membres du Conseil. Nous vous renouvelons notre confiance, sans condition cette fois. La voie que vous avez tracée est celle que nous souhaitons poursuivre. Les applaudissements qui suivirent étaient sincères, loin des félicitations polies habituelles dans ces cercles. Marcel et Élise échangèrent un regard chargé d'émotion. Ils avaient réussi ensemble. À la fin de la réunion, alors que les membres du Conseil quittèrent la salle, Gérard s'attarda un moment auprès de Marcel. « Mon fils siège au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration, » dit-il à voix basse. « Il m'a confié que votre nom circule pour un poste de conseiller spécial auprès du ministre de l'Économie sur les questions d'éthique des affaires. Ce serait une reconnaissance significative de ce que vous avez accompli ici. » Marcel fut surpris par cette information. « Je suis flatté, mais mon engagement est envers Lumière Technologies. » Gérard sourit. « Personne ne vous demande de quitter l'entreprise. Ces fonctions seraient complémentaires et bénéfiques pour notre réputation. Réfléchissez-y. » Cette conversation inattendue accompagna Marcel pendant le reste de la journée. Le soir venu, alors qu'ils rentraient à la maison, leur maison, il se sentait à la fois exalté par la victoire du jour et pensif face à ces nouvelles possibilités. L'Assé, maison de ville qu'ils habitaient désormais, était située dans une rue calme bordée d'arbres. Lorsqu'il poussa la porte d'entrée, l'odeur de la cuisine d'Élise l'accueillit, accompagnée des rires de Sophie et des jappements enthousiastes de Lou. « Papa est rentré !» cria Sophie, en se précipitant vers lui, suivie de près par le chien, qui avait bien grandi depuis leur première rencontre. Marcel la souleva dans ses bras, savourant ce moment de bonheur simple. « Comment va ma petite astronaute aujourd'hui ?»« Super bien. J'ai eu une étoile en mathématiques, et Madame Leclerc a dit que mon dessin de la Voie lactée était le plus précis de la classe. »« Impressionnant, » approuva Marcel en la reposant. Au sol. « Ta maman t'a dit la bonne nouvelle ?» Sophie hocha vigoureusement la tête. « Oui, tu as gagné. J'ai accroché mon dessin spécial Victoire dans le salon. » Marcel suivit Sophie jusqu'au salon, où effectivement, un dessin coloré trônait sur le mur. Il représentait ce qui semblait être leur famille. Marcel, Élise, Sophie et Lou, debout sur ce qui ressemblait au sommet d'une montagne, avec une bannière proclamant « Champion du monde des affaires » flottant au-dessus d'eux. « C'est magnifique, Sophie, dit-il, touché par cette vision enfantine de leur succès collectif. » Élise apparut à l'entrée de la cuisine, un tablier autour de la taille et une spatule à la main. « Le dîner sera prêt dans 20 minutes. Sophie, tu peux mettre la table, s'il te plaît. » La petite fille s'exécuta avec enthousiasme, tandis que Marcel rejoignait Élise dans la cuisine. Il l'enlaça par derrière, déposant un baiser sur sa nuque. « Félicitations, madame la directrice, » murmura-t-il. « Notre victoire est aussi la tienne. » Élise se retourna dans ses bras, son visage rayonnant. « Notre victoire est celle de tous ceux qui ont cru en cette vision, y compris cette petite fille qui mettait plus de valeur dans l'intégrité que dans l'argent facile. » Marcel acquiesça, pensant à ce jour fatidique près des Tuileries qui avait changé le cours de sa vie. « Gérard m'a parlé d'une proposition. Intéressante aujourd'hui, » dit-il en lui racontant la conversation. Élise l'écouta attentivement. « Qu'en penses-tu » ?« Je ne sais pas, » admit-il. « D'un côté, ce serait une opportunité d'étendre notre influence, de promouvoir nos valeurs, à plus grande échelle. De l'autre, tu crains que cela ne t'éloigne de ce que tu as construit ici, pas seulement à Lumière Technologies, mais aussi à la maison, » compléta Élise avec perspicacité. Marcel sourit, encore émerveillé par sa capacité à lire en lui. « Exactement.
Je ne veux pas répéter les erreurs du passé, sacrifier ma vie personnelle sur l'autel de l'ambition professionnelle. Élise posa la spatule et prit ses mains dans les siennes. « Marcel, regarde-moi. Tu n'es plus cet homme. Tu as appris à équilibrer ton ambition avec ton humanité. Nous pouvons gérer un nouveau défi ensemble, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. » Leurs regards se croisèrent, et Marcel y puisa la force qui avait soutenu toutes ses décisions difficiles ces derniers mois. « Nous en reparlerons plus. »« Ters, dit-il, ce soir je veux juste profiter de notre victoire et de notre famille. » Le dîner fut joyeux, ponctué des anecdotes de Sophie sur sa nouvelle école et des projets pour le week-end à venir. Ils avaient prévu de se rendre à la maison de Normandie, où Lucas, le fils de Marcel, les rejoindrait. La relation entre Marcel et son fils s'était considérablement améliorée ces derniers mois, grâce à ses efforts constants pour être présent et à l'influence positive d'Élise et Sophie. Lucas et Sophie s'étaient rapidement liés d'amitié, créant un nouveau type de famille recomposée qui fonctionnait étonnamment bien. Après le dîner, alors que Sophie était occupée à préparer ses affaires pour le week-end, Marcel et Élise s'installèrent sur la terrasse avec un verre de vin. La soirée était douce pour un mois d'octobre, et les lumières de Paris scintillaient au loin. « J'ai quelque chose à te dire », commença Élise, une étrange nervosité dans la voix. « J'ai hésité sur le moment, avec tout ce qui se passait à l'entreprise, mais… » Marcel la regarda avec curiosité. Il était rare de voir Élise, habituellement si assurée, manifester une telle incertitude. « Tu te souviens de cette pièce supplémentaire dans la maison, celle dont nous n'avions pas encore décidé l'usage ?»« Bien sûr, » répondit Marcel. « Tu pensais en faire un bureau et j'avais suggéré une bibliothèque. » Élise prit une profonde inspiration. « Je crois que nous devrions envisager une troisième option. » Elle sortit quelque chose de sa poche et le posa sur la table entre eux. Marcel regarda l'objet avec incompréhension, puis la réalisation le frappa comme une vague. C'était un test de grossesse. Positif. « Élise, » murmura-t-il, le souffle coupé par l'émotion. « J'ai confirmé avec mon médecin ce matin, » dit-elle doucement. « Je suis enceinte de 8 semaines. Je sais que nous n'avions pas planifié cela maintenant, avec tout ce qui se passe à l'entreprise, et Sophie qui s'adapte encore à notre nouvelle vie, mais… » Marcel l'interrompit en se levant et en la prenant dans ses bras. « C'est merveilleux, » dit-il, la voix tremblante. « Absolument merveilleux. » Il s'agenouilla devant elle, posant délicatement sa main sur son ventre. « Bonjour, toi, » murmura-t-il. « Je suis ton papa, et je te promets que tu vas naître dans une famille qui t'aime déjà. » Plus que tu ne peux l'imaginer. Élise passa ses doigts dans ses cheveux, les larmes aux yeux. « Tu es sûr ? Avec le conseil d'administration, la proposition de Gérard, l'entreprise… » Marcel secoua la tête. « Rien de tout cela n'a d'importance comparé à ça. Nous trouverons un moyen de tout équilibrer, comme nous l'avons toujours fait. » Il se releva et sortit de sa poche un petit écrin qu'il gardait depuis plusieurs semaines, attendant le moment parfait. « Je comptais te demander cela ce week-end, en Normandie, mais je crois que l'univers vient de me fournir une occasion encore plus parfaite. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague ancienne, élégante et intemporelle. Elle appartenait à ma grand-mère, comme le médaillon que j'ai donné à Sophie. Elle la portait pendant 60 ans de mariage heureux avec mon grand-père. S'agenouillant à nouveau, il prit la main d'Élise. « Élise Moreau, tu m'as appris ce que signifie vraiment le succès. Non pas accumuler des richesses ou des titres, mais construire quelque chose qui compte vraiment. Une vie d'amour, d'intégrité et de sens. Veux-tu m'épouser et continuer à construire cette vie ensemble ?» Les yeux d'Élise brillaient dans la lumière tamisée de la terrasse. « Oui, » répondit-elle simplement. « Oui, avec tout mon cœur. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt, un petit bruit attira leur attention. Sophie se tenait dans l'encadrement de la porte-fenêtre, Lou à ses pieds, tous deux les observant avec des expressions qui semblaient mêler curiosité et approbation. « Viens ici, ma puce, » appela doucement Élise. « Ton papa et moi avons 2 grandes nouvelles à te partager. » Sophie s'approcha, ses yeux s'écarquillant à la vue de la bague qui scintillait au doigt de sa mère. « Vous allez vous marier pour de vrai ?» demanda-t-elle avec émerveillement. « Oui, » confirma Marcel en l'attirant dans leur étreinte. « Et ce n'est pas tout. Dans quelques mois, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Le visage de Sophie s'illumina d'une joie pure et sans réserve.
Un bébé? Pour de vrai? Loup et moi, on va être grands frères et grandes sœurs. Élise rit à travers ses larmes. Oui, pour de vrai. Sophie se précipita pour enlacer sa mère, puis posa délicatement sa petite main sur son ventre. « Bonjour, bébé, » chuchota-t-elle solennellement. « Je suis ta grande sœur Sophie, et je vais te montrer tellement de choses quand tu sortiras de là. » Marcel observait cette scène, le cœur débordant d'une émotion qu'il n'aurait pas pu nommer il y a encore un an. C'était plus que du bonheur. C'était un sentiment d'accomplissement profond, d'équilibre retrouvé, de vie pleinement vécue. Ils restèrent ainsi enlacés sous les étoiles parisiennes, une famille qui s'était trouvée contre toute attente, réunie par le geste désespéré mais noble d'une petite fille prête à vendre son seul ami pour sauver sa mère. Dans la poche de son manteau, Marcel sentait le poids du petit carton que Sophie lui avait donné ce jour-là près des Tuileries, son reçu pour Lou. Il l'avait conservé comme un talisman, un rappel constant que parfois, les transactions les plus importantes de notre vie n'ont rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec le cœur. Loup, comme s'il sentait qu'il était au centre des pensées de Marcel, vint poser sa tête contre sa jambe. Marcel sourit et caressa le chien derrière les oreilles, exactement comme Sophie le lui avait conseillé lors de leur première rencontre. « Merci, Lou, » murmura-t-il. « Sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé. » Le chien le regarda avec des yeux intelligents qui semblaient dire « Je savais que tu étais le bon humain dès le début. » Et tandis que la nuit enveloppait Paris de son manteau étoilé, la famille Beaumont-Moreau, bientôt officiellement unie par le mariage et agrandie par une nouvelle vie, savourait ce moment parfait, consciente que leur histoire ne faisait que commencer. Car parfois le plus grand des voyages commence par la rencontre inattendue entre un homme qui avait perdu son chemin et une petite fille qui n'avait plus rien à perdre, sauf son chien. Et dans ce cas précis, ce n'était pas la fin du voyage, mais simplement un nouveau départ, rempli de promesses et de possibilités infinies.